Il est 10h22. À la barre, Paul Kabatieba, pas pour un procès, mais pour procéder à un bilan de la situation nationale. Pendant plus de 2 heures, le Premier ministre s'est évertué à expliquer aux 112 députés présents à cette rencontre que le pays va bien, ou du moins le Burkina Faso est en marche et se porte de mieux en mieux. De l'économie à la sécurité, en passant par l'énergie, tous les secteurs ont été passés en revue. Le message central de mon propos devant vous ce matin, je l'ai déjà dit solennellement à l'occasion de la conférence de Paris sur le financement du plan national de développement économique et social, c'est que le Burkina Faso est en marche. Il se porte de mieux en mieux. Après les graves crises sociopolitiques de 2014 et de 2015. Si vous me le permettez, les anglophones disent Burkina Faso is back. Notre pays redémarre car nous avons préservé et approfondi nos valeurs fondamentales, la liberté et la démocratie, au cours de l'année écoulée, et ceci dans un contexte social et politique post-insurrectionnel agité. Le Burkina Faso va mieux parce que nous avons mis en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités et la corruption. Parce que nous avons approfondi l'état de droit et les droits humains. Notre pays va mieux parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, est au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. Comment ne pas citer notre éligibilité au second compact du Millennium Challenge Corporation en 2016, témoignage de notre crédibilité retrouvée et des efforts abattus par le gouvernement et tous les Burkinabés. À entendre certains élus, le Premier ministre n'est pas dans le même pays qu'eux, car ses propos diffèrent de la réalité qui se vit sur le terrain. Je dis que ce discours est en deçà de ce que j'espérais. Pour la simple raison qu'en réalité, le Burkina ne mange pas les indicateurs macroéconomiques. Le Burkina, c'est ce qui est dans l'assiette. C'est son vécu quotidien. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, si on dit que ça marche, le Burkina marche maintenant, tout va bien, alors que les gars sont pauvres. Ils n'ont pas à manger. Les flambées des prix des produits de première nécessité. Il n'y a pas de route, il y a la grogne sociale. L'insécurité est là. Et on dit que tout marche. Pour moi, je pense que c'est seul le Premier ministre, c'est pourquoi il dit que ça marche. Pour moi, citoyen lambda, je pense que le Burkina Faso a beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas travaillé, mais il ne faut pas se moquer vraiment du peuple burkinabé en disant que tout va bien alors que les gens souffrent. En l'écoutant, je me suis demandé si nous nous trouvions dans le même pays. Parce que je reviens d'une tournée de 10 jours
dans les communes et les villages du Yatenga. La lecture des populations est tout autre. La gratuité des soins est un leurre. Les routes sont impraticables. La vie devient de plus en plus chère. Les produits de première nécessité ne font que grimper. Il n'y a pas d'eau. Les barrages sont secs. Avec cela, peut-on dire que le Burkina Faso va bien? Les statistiques ne permettent pas de connaître le vécu des populations. Il faut aller à leur rencontre, il faut aller les voir pour savoir quels sont leurs véritables problèmes. Le Burkina Faso a des besoins immenses. Je ne pourrais pas être de mauvaise foi en disant que des efforts ne sont pas faits. Des efforts sont faits, mais il ne faut pas minimiser aussi l'étendue du problème. Au plan sécuritaire, le chef du gouvernement évoque des opérations conjointes avec les pays frontaliers du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En outre, il a également mentionné le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Au plan économique, on note une croissance de 6,2%, contrairement à l'année 2015 où le pourcentage était de 4%. Au plan de la coopération extérieure, 3 commissions mixtes se sont tenues entre le Burkina Faso, la Tunisie et la Chine-Taïwan. Au plan judiciaire, on note l'indépendance effective de la justice afin de renforcer l'état de droit. 74 magistrats, 300 gardes de sécurité pénitentiaire, pour ne citer que ceux-là, ont été recrutés, formés et reversés au ministère de la Justice. Des acquis engrangés, certes, cependant, le Premier ministre reconnaît qu'il reste encore des défis à relever dans le domaine de la sécurité nationale, la paix sociale, l'employabilité des jeunes et des femmes. 2017 consacrera donc la mise en œuvre du PNDS. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion des droits des personnes handicapées, REJUCOP, a tenu ce vendredi une conférence de sensibilisation dont le thème était « Médias et handicap ». L'objectif premier de cette rencontre était d'échanger sur la problématique du handicap avec le monde des médias, car selon les organisateurs, les médias constituent les meilleurs relais de sensibilisation de la population. Je salue le REJUCOP pour l'initiative de cette conférence nationale dont les thèmes portent sur médias et handicap. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les hommes et les femmes des médias sont les acteurs principaux pour donner l'information juste aux communautés, aux populations, si nous voulons effectivement une société inclusive au Burkina Faso. Donc ces thèmes, c'est pour un peu sensibiliser, c'est pour un peu permettre à ces professionnels de la communication de se familiariser avec les thèmes clés en lien avec les handicaps. Voilà un peu l'objet et les thèmes, son explication. Disons que d'abord le réseau, c'est un partenaire stratégique pour le ministère. Et nous, en tant que structure de coordination, notamment le SP-Comit, travaillons à élargir le champ de ces partenariats-là, parce que comme on l'a dit, et au nom du principe de la subsidiarité, que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Selon le coordinateur du REJUCOP, les thèmes développés au cours de cette conférence permettront aux journalistes, communicateurs de convaincre l'opinion publique que les personnes vivant avec un handicap regorgent aussi de nombreuses potentialités. C'est d'interpeller toute la communauté internationale, nationale, à vraiment soutenir cette couche sociale vulnérable que constituent les personnes handicapées pour vraiment promouvoir leurs droits. Si on prend un seul exemple très banal, l'accessibilité aux immeubles d'État constitue déjà une grande barrière pour ces personnes handicapées. Mais si chacun mettait du sien, et ça allait permettre à ces personnes handicapées d'avoir une mobilité. Ça, c'est un simple exemple terre à terre. Donc, vraiment, c'est une interpellation à nous soutenir pour qu'ensemble, on arrive à une société inclusive
là où chacun arrive à donner le meilleur de soi-même et à construire le pays. Les personnes handicapées font partie intégrante de la société burkinabé, il faut le dire haut et fort. Plus question de les marginaliser, mais donnons-leur l'opportunité de s'exprimer, s'affirmer et de s'épanouir. L'Agence française de développement toujours aux côtés du Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est la commune de Ouagadougou qui en est l'heureuse bénéficiaire. 52 milliards 500 millions de francs CFA est le montant du financement de cette deuxième phase du projet de développement durable de Ouagadougou. Des quartiers comme Katria, et des quartiers comme Tampuy, et des quartiers comme Wayalguin, qui vont connaître des investissements structurants de base. Et que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des transports, sur le plan de la voirie, tous ces quartiers-là vont être désenclavés et avec ce financement-là. Alors pourquoi ce choix de ces quartiers? Comment c'est obtenu, monsieur? Mais ce choix de ces quartiers répond à un besoin qui a été défini. Et il y a eu des études qui ont été faites au préalable et qui ont démontré que ces quartiers périphériques étaient complètement déstructurés. C'est-à-dire que tous les habitants de ces quartiers, pour avoir les services de base, étaient obligés de venir en ville. Présent le directeur général de l'AFD, accompagné de Madame le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, ont procédé ce jour à cette signature de convention. Ça fera cette année 20 ans qu'on fait des financements en appui à la modernisation de la ville qui s'est beaucoup transformée pendant ces 20 ans. Et pour être plus précis, on avait financé le plan de développement durable de Ouaga, le PDD O1, et on a été très satisfait du résultat obtenu. On en a vu certains ce matin sur le terrain. Donc le programme il va amener beaucoup d'équipements. Il y a 25 km de voiries qui sont prévus. Il y a, je crois, 30 équipements publics qui vont être implantés dans ces 3 quartiers. Il y a 110 salles de classe, je crois, qui sont prévues dans le programme, des centres de santé. Et puis aussi des choses auxquelles on ne pense pas toujours spontanément, mais qui, je crois, sont très importantes. Des espaces verts, pour que les populations aient aussi cette richesse. Et puis aussi des équipements sportifs. Et puis un grand centre, à Tampuy, on l'a vu, un grand centre culturel pour accompagner la création et puis créer aussi des lieux de sociabilité pour les habitants. D'une durée de 5 ans, c'est un projet dont les investissements vont démarrer dès 2017 et devait permettre d'améliorer les conditions de vie de plus de 1,2 million de Ouagalais. Vous êtes l'incarnation de la femme burkinabé et vous destituer sera une honte pour toutes les femmes du Burkina Faso. Merci. Une délégation conduite par le chef de file de l'opposition politique au burkinabé a tenu à apporter son soutien sans faille à Madame le maire de l'arrondissement 3 qui subit un acharnement de 16 de ses conseillers. C'est une visite non pas de l'UPC mais de l'ensemble de l'opposition qui a été donc sensibilisée par mes soins sur la crise que vit la mairie de l'arrondissement 3 et qui s'est déportée ici en délégation pour réaffirmer, comme elle l'a déjà fait dans son communiqué, son soutien plein et entier donc, à Madame le maire, son soutien aux conseillers municipaux qui sont restés fidèles donc, à la mairie, pour aussi dénoncer le complot. Dont 12 issus du parti au pouvoir. C'est un complot tramé par le MPP qui veut nous ramener aux anciennes méthodes qu'on connaît là. Et ils ne veulent jamais voir une fleur qui est bien, il faut qu'ils la coupent. C'est pas ici. Et 4 de son parti, mais UPC. Quand une affaire comme ça se passe, ce que tu aimes là, c'est que ce soit toi face à l'ennemi. Là, tu prends ce qu'on appelle amorer tes aptiros et tu commences. Mais si chez l'ennemi, tes propres enfants sont là, tu fais comment? C'est une honte pour toi. Et c'est une honte pour moi. Et je voudrais dénoncer le comportement des brebis égarées. Un appui qui réconforte le maire. Ils avaient déjà fait vraiment des actions qui, en tout cas, nous réjouissaient. Et ce matin encore, nous sommes très heureux de les accueillir
parce que nous avons compris que l'opposition politique se soucie du bien-être de la population de l'arrondissement numéro 3. Nous avons compris également qu'il y a l'union et la solidarité au sein de l'opposition politique. Donc je renouvelle vraiment mes remerciements au nom de tous les conseillers de l'opposition politique à l'endroit de cette délégation. Un rappel, Rainatou Sawadogo a été désigné le 19 juin 2016 par le Conseil des conseillers pour diriger la mairie de l'arrondissement 3. Une organisation de la société civile, les No Burkina Faso, reconnue depuis le 17 février dernier par les autorités du pays, les acteurs de la Ligue pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme, LDH, étaient aujourd'hui face à la presse pour présenter leur association. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, la LDH renferme beaucoup d'anciens militants étudiants, beaucoup d'anciens militants étudiants qui ont une certaine expérience en termes de défense des droits de l'homme, en termes effectivement d'éducation des populations à la base pour effectivement l'éveil des consciences. Et la différence, c'est que nous nous inscrivons dans la dynamique de la formation des populations à la base, dans l'éducation des populations pour que chaque personne devienne un défenseur de ses droits au Burkina Faso. Et chaque personne devient un ambassadeur effectivement de la LDH, donc à terme. Ouverte à toute personne physique, la LDH est une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle est composée d'un bureau exécutif de 15 membres, d'une section régionale de 5 membres et de points focaux à l'international. Donc le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence Paul Kabathieba par délégation. Le président du Faso étant en voyage, il a signé donc une délégation conformément à l'article 64 de la Constitution. Et le Conseil des ministres a été présidé par le Premier ministre. Il y a un certain nombre de points en dossier de fond. Au dit du Premier ministère, il y a notamment le décret qui a été pris par le Conseil des ministres pour clore le programme socio-économique d'urgence de la transition, le PSUT. C'est un programme qui avait été évalué à son lancement à 25 milliards de francs CFA. La transition avait mis à disposition de ce programme 10 milliards de francs. En 2016, le gouvernement, son Excellence Paul Kabathieba, avait ajouté 9 milliards de francs CFA. Donc nous avons un taux au niveau financier de 77%. Donc le constat a été fait que la majorité des infrastructures ont été construites, certaines ne l'ont pas été, certaines sont en cours de finition. Donc ce décret qui a été pris permet donc de clore définitivement ce programme-là, de transférer au Premier ministère, au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale les projets qui restent à être mis en œuvre. Donc les différents ministères feront le point avec le secrétaire général du Premier ministère pour voir où on en est et ensuite des éléments complémentaires au niveau financier seront mis en œuvre pour permettre la finition de ces infrastructures-là. L'objectif étant très rapidement de les rendre fonctionnelles et d'en faire profiter l'ensemble de la population parce que ce sont des initiatives qui visaient donc à satisfaire les urgences au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est au titre du Premier ministère. Au titre du ministère de la Sécurité, donc, nous avons adopté le décret portant organisation de ce ministère-là, avec peut-être comme 2 éléments forts à noter. C'est la création de nouvelles structures, notamment la structure unifiée de gestion de crise, qui est une nouvelle structure au niveau du ministère de la Sécurité, et également la coordination nationale du contrôle des forces de police. Il s'agit notamment de cette unité qui vise donc à vérifier l'effectivité des actions posées par les forces de sécurité, notamment gendarmerie et police, dans le contrôle routier. Et donc ces 2 éléments ont été pris en compte au niveau de ce nouvel organigramme-là. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, la coopération des Burkinabés de l'extérieur,
il a été fait au Conseil la présentation d'un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour abriter en 2018 le Forum Japon-Afrique pour la promotion des affaires. Donc le Conseil a marqué son accord pour cette candidature-là. Et le Conseil a demandé au ministre en charge des différents dossiers de prendre toutes les dispositions pour que la candidature soit effectivement couronnée de succès. Il faut savoir que l'objectif, c'est de positionner le Burkina comme un point de développement majeur dans la sous-région, de contribuer à accélérer le processus d'intégration sous-régionale et de renforcer également le partenariat dans le cadre du PNDS pour notre pays. Au titre du ministère donc, de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, il y a eu 2 projets de loi qui ont été adoptés. Un projet qui porte notamment sur l'organisation de la profession d'huissier de justice. Il y a des innovations majeures, il s'agit notamment des conditions d'accès à la profession qui sont définies, du statut du personnel des études des huissiers de justice, de la gestion des absences temporaires ou définitives des huissiers de justice, de la création d'une caisse de dépôt et du fonctionnement des chambres nationales et régionales. Donc ce projet de décret donc, qui a été adopté va être transmis donc, à l'Assemblée nationale qui lui va statuer sur son adoption ou non. Il y a également un projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. Vous savez que la question des droits humains est une question sensible, donc il fallait créer un cadre juridique à même de faciliter l'exercice de la protection des droits humains. C'est également un engagement qui a été pris par le Burkina au niveau des conventions interafricaines et internationales, et il fallait donc satisfaire à ces engagements-là. Au titre du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté un décret modificatif du décret portant institution de la contribution au programme de vérification des importations. L'adoption de ce décret permet de satisfaire en partie une des revendications du syndicat des agents donc, du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Au titre du ministère de la fonction publique, dans le même ordre, nous avons également adopté un décret modificatif du décret du 30 mai 2016 portant tableau de versement des agents de la fonction publique. À ce niveau-là, il s'agissait notamment du cas particulier des encadreurs pédagogiques de l'enseignement secondaire lors du reversement qui s'est trouvé dans une situation où parfois ceux qui étaient moins classés qu'eux touchaient un peu plus qu'eux. L'Assemblée nationale avait attiré l'attention du gouvernement là-dessus et donc cette modification permet de régler cet aspect-là. Mais il reste entendu que le reversement dans la loi 081 a entraîné un certain nombre de problèmes. Et le Conseil donc a acté le fait qu'il nous faut très rapidement créer un cadre de concertation pour revoir l'ensemble de ces difficultés qui sont apparues afin d'en faire un traitement global pour ne pas que nous traitions la situation cas par cas, même si dans le cas des encadreurs pédagogiques, c'était une urgence que nous avons rattrapée. Il doit falloir travailler pour que dans l'ensemble ces questions-là soient résolues. La garde de sécurité pénitentiaire a un nouveau DG. Du haut de ses 41 ans, l'homme a été nommé au Conseil des ministres en sa session du 9 mars dernier. Il a été installé dans ses fonctions hier mardi à travers une cérémonie digne de ce nom. Geoffroy Yogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, au cours de son adresse à l'assistance, a énuméré quelques défis qu'il se doit de relever avec le soutien de toute son équipe. Les défis sont énormes. Vous voyez, la plupart de nos maisons d'arrêt, nos établissements pénitentiaires ne sont pas conformes aux spécifications recommandées par surtout les structures internationales. Donc je pense que nous avons le devoir de nous y conformer. Il faudrait que monsieur le ministre même, lorsque j'ai eu l'entretien avec lui, m'a demandé de m'atteler sur ça d'urgence. Ça veut dire que je vais travailler sur un plan architectural véritablement qui répond aux spécifications techniques recommandées par les normes internationales. Donc ça, c'est un des défis majeurs. L'autre défi majeur,
c'est la question de la surpopulation carcérale. Mais je pense que si le premier défi est résolu, ça peut contribuer beaucoup à résorber cette question de surpopulation carcérale. Quand vous prenez une prison comme la Mako a été construite depuis 1966 pour environ 400 et après ça a été étendu à 600 places. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 2000 détenus. Donc c'est vraiment effroyable. Ensuite, il est nécessaire que nous pensions à la formation du personnel. Vous savez que nous sommes dans un contexte de terrorisme. Alors, il faudrait que le personnel s'adapte. Si vous voyez les autres acteurs de la chaîne pénale, eh bien, les autres acteurs de la chaîne pénale sont en train de se spécialiser dans ce domaine. Eh bien, la GSP ne doit pas rester en marge. Parce que la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'affaire de la GSP. 10e directeur général de la GSP depuis sa création en 1984. L'homme a occupé plusieurs postes dans le domaine et regorge d'énormes potentialités. Professeur de mathématiques générales dans plusieurs établissements scolaires, enseignant mais également membre de l'administration de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Geoffroy Yogo a également enregistré plusieurs distinctions au plan national et international. Chevalier de l'Ordre national, médaillé d'honneur de la GSP, médaillé de la médaille commémorative avec agrafe République de la Côte d'Ivoire, mathématicien, pénitencier et juriste de formation, il remplace à compter de ce jour Honoré Grégoire Karambéry. L'ensemble de la garde de sécurité pénitentiaire, mon commandement, garde à vous! Portez! Allez! Présentez! Allez! Le syndicat national des commerçants du Burkina, section région du centre, a organisé ce jour une séance de formation de ses membres. Les mots-clés de cette journée sont le civisme, le patriotisme, le leadership et la gestion. En outre, il est prévu au cours de cette rencontre de jeter les bases pour une mise en place de coopératives qui permettront le développement économique et social des militants du syndicat et du Burkina Faso tout entier, d'où les objectifs du PNDS. Le SINACOMBE étant un syndicat de développement affilié à l'ONSL, nous avons réfléchi qu'il était bon que nous-mêmes nous engageons de manière volontaire pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Donc, à l'issue de cette rencontre, nous allons former nos membres par groupement coopératif marché Eyad et riverains, des groupements coopératifs de production dans les villages. Ouagadougou a 126 villages, donc chaque village aura un groupement coopératif de production de 126 et de 200 membres. Donc le but, c'est de manière collective et volontaire, nous puissions arriver à mobiliser les 100 milliards qui sont comme étant le capital initial de notre fonds de solidarité. Donc tout le monde est engagé pour atteindre les objectifs. Donc il faut les former, il faut les donner une visibilité sur ce que nous pourrons faire avec le temps, parce que nous nous avons dit, à partir de maintenant, il faut que nous apprenions à développer, à former, à produire et à consommer burkinabé. Selon Paul Kaboré de l'Organisation nationale des syndicats libres, accompagner le plan national de développement économique et social, ce n'est pas faire de la politique. Il y a 3 thèmes. Il y a d'abord la formation sur le civisme, et puis la formation également sur le leadership, et puis enfin le patriotisme. Donc ce patriotisme-là rentre en ligne de compte avec le PNDS. Donc si on parle de l'emploi, on parle de travail décent, nous trouvons notre compte. Raison pour laquelle on a demandé sur le plan, quand tu es patriote, tu veux que notre pays se développe. Et ce développement-là passe par ce programme de développement économique et social qu'a initié le gouvernement. Et ça ne veut pas dire les gens dans les réseaux sociaux, quand les centrales sont parties pour voir le Premier ministre et puis lui donner sa contribution, il y a des camarades dans les réseaux sociaux qu'on supporte le gouvernement, on supporte. Donc, ce n'est pas qu'on supporte le gouvernement, on supporte le programme qui peut arranger la population.
100 milliards de francs CFA, c'est la somme à collecter pour le financement des différentes coopératives qui seront créées. Les commerçants de la capitale y croient fermement, en témoigne leur forte mobilisation en ce mercredi dans les locaux de la Maison du Peuple au cœur de la ville de Ouagadougou. Le cadre sectoriel de dialogue justice et droits humains à l'occasion de la revue annuelle du ministère en charge de la justice s'est tenu ce matin. Au menu des échanges, faire un bilan des actions menées au cours de l'année 2016 et établir une feuille de route pour l'année 2017 en tenant compte des priorités du Plan national de développement économique et social PNDS. D'abord, il faut dire qu'avec la mise en œuvre du PNDS et le budget programme, chaque ministère travaille sur un programme précis. On est réaliste, c'est-à-dire que les programmes qu'on décide d'exécuter, à la fin on doit les évaluer. Donc les taux qui sont donnés sont des taux réels. Alors vous savez que nous avons un ministère assez vaste qui concerne la justice, les droits humains et la sécurité pénitentiaire. Nous avons au niveau de la justice renforcé l'indépendance de la magistrature par l'opérationnalisation du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ce qui concerne la gestion de la carrière des magistrats, en ce qui concerne même des questions de déontologie, c'est le secrétariat permanent qui est l'organe exécutif, bien sûr, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Donc aujourd'hui, il y a une déconnexion réelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Nous avons travaillé à faire en sorte que le Conseil supérieur de la magistrature puisse avoir une autonomie de fonctionnement en ayant un budget de près de 100 millions. Nous avons également mené beaucoup de formations. Vous savez que pour que le magistrat soit indépendant, il faut qu'il soit compétent. Et donc des formations ont été menées dans ce sens-là. En ce qui concerne les droits humains, par exemple, vous savez que l'un des premiers textes qui a été adopté par l'Assemblée nationale, c'est la loi portant sur la Commission nationale des droits humains, que nous avons en tout cas amené aux standards internationaux. Nous avons également commencé l'opérationnalisation de l'Observatoire national de gestion et de prévention des conflits communautaires et nous avons présenté 3 rapports auprès des instances des Nations Unies pour montrer l'état d'évolution et de mise en œuvre des droits humains au Burkina. Et bien sûr, nous avons recueilli des recommandations que nous allons mettre en œuvre. Au niveau de la sécurité pénitentiaire aussi, il y a eu des formations qui ont été menées et l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire, qui est aujourd'hui gérée par le ministère, a formé ces premiers éléments qui sont sortis au cours de l'année 2016. Les partenaires techniques et financiers saluent les avancées notables enregistrées dans ce domaine. En outre, ils se disent aptes à accompagner plus le ministère si le droit est dit pour toutes les couches sociales que compte le Burkina Faso. Et depuis un peu plus d'1 an que le gouvernement est en place pour faire en sorte que la justice regagne ses lettres de noblesse et deviennent quand même quelque chose, ou disons une institution à laquelle les populations croient, une institution qui soit accessible à la population et une institution qui soit une garantie ou un gage de paix dont ce pays a tant besoin. Et lorsque le cadre sectoriel s'est mis en place, je veux parler de cadre de concertation et de dialogue des partenaires qui appuient le ministère, s'est mis en place, on s'est rapproché du ministère pour comprendre comment il travaille, quels sont les défis, quelles sont les actions en cours. Et je dois vous dire que tous les partenaires sont sortis satisfaits de tous les efforts, de toutes les réalisations du ministère et qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment connus des populations. Et au titre de ces réalisations, je voudrais citer, le ministre l'a déjà fait, mais le dire encore, c'est mettre davantage l'accent là-dessus. C'est l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature qui est une réalité aujourd'hui au Burkina Faso. Il a dit très clairement, c'est la séparation de l'exécutif, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire. C'est vraiment quelque chose de très important. L'autre chose, c'est tous les efforts qui sont faits pour accélérer le rendu de justice pour éviter que les dossiers s'accumulent parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui croupissent en prison du fait des retards qui sont enregistrés dans le traitement des dossiers. Et aujourd'hui, je crois, on s'est rendu compte que beaucoup d'efforts ont été faits en la matière.
Cette journée de mardi 11 avril 2017, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, l'a consacrée à des instants de concertation qui devront aboutir à une amélioration des services de la justice et à la promotion des droits civiques au pays des hommes intègres. Le ministre des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur et Madame le ministre délégué à la coopération régionale étaient aujourd'hui en fin de matinée dans les locaux de l'ONU, l'Office national d'identification. Il s'agit pour les deux ministres de voir non seulement le travail qui se fait dans ce département en charge des cartes nationales d'identité burkinabé et des passeports, mais surtout de voir dans quelles conditions l'ONU pourrait être un soutien inestimable aux ambassades et consulats du Burkina à l'étranger pour les cartes d'identité consulaires des Burkinabés à l'extérieur du pays. Nous sommes venus voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble avec l'ONU pour que cela puisse se faire le plus facilement et surtout dans des conditions de sécurité. Et comme vous savez, maintenant, un peu partout, c'est la question de sécurité qui se pose partout au niveau des frontières et à l'intérieur des pays. Et nous avons donc le devoir d'offrir à nos compatriotes à l'étranger des documents d'état civil sécurisés. Il y a un travail qui est en train de se faire. Sur le plan pratique, à la fin, ça va être la CENI qui va être en bout de chaîne dans ce travail-là. Les affaires étrangères sont en amont. Et parallèlement à cela, comme vous le savez, l'inscription sur les listes électorales ou pour voter, c'est quelque chose de libre dans notre pays. Donc, une chose est que les gens aillent voter, qu'il faut leur donner des documents. Je parle des Burkinabés qui sont à l'extérieur et on travaille sur cette question. Mais il y a aussi le devoir de donner des documents d'état civil à tout Burkinabé, que ce soit pour aller voter ou pas. Donc ce n'est pas forcément pour des raisons de vote, mais c'est pour surtout d'abord donner des documents sécurisés à nos compatriotes à l'étranger. Oui, bien sûr, ce que nous avons vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'ONU a non seulement les capacités au niveau humain déjà, on a vu comment à l'intérieur il y a des Burkinabés qui conçoivent des applications qui peuvent être utilisées pour produire des documents fiables. On a vu aussi qu'au niveau matériel, l'ONU est très bien équipée. C'est une structure sur laquelle donc, on peut compter à ce niveau. Et puis l'expérience est là, le processus aussi de fiabilité des documents, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. On a vu aussi que c'est quelque chose qui est garanti. Et donc c'est une belle visite pour nous et avec de bons enseignements, nous allons nous asseoir pour voir qu'est-ce qui peut être fait effectivement pour les besoins que nous avons aux affaires étrangères par rapport à nos compatriotes à l'étranger. Le directeur général de l'Office national d'identification rassure que malgré une forte demande à cette période, l'ONU a les capacités de fournir à temps toutes les demandes, soit en passeport ou en carte nationale d'identité burkinabé. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avions des ingénieurs au niveau de l'Office national d'identification qui n'attendent pas de faire de la gestion en réalité des tâches, mais qui sont passés de cette façon de faire à ce qu'on appelle au management orienté résultat. Donc nous avons déjà la preuve, mais vous aussi vous aviez déjà eu l'opportunité de vérifier cette preuve-là sur le terrain au niveau du Burkina Faso. L'année dernière, nous avions organisé une conférence de presse au niveau de la salle de l'hôtel de ville de Ouagadougou, où nous avions présenté en fait le document relatif à la demande pour les associations, les ONG, etc. Ce qu'on appelle communément le récépissé en fait de déclaration ou d'autorisation.
Voilà. Et aujourd'hui, ce document-là, il est sécurisé. Et j'allais vous poser la question, vous qui êtes de la presse qui avez suivi la conférence. Et aujourd'hui, il y a des demandes fortes et nous arrivons à satisfaire. Et à l'heure où je vous parle, personne n'est venu nous dire que son récépissé, pour l'instant, a été contrefait. Ouais. Donc à ce niveau, comme le ministre des Affaires étrangères l'a indiqué tantôt, en fait, le capital humain existe. Maintenant, nous sommes aussi en train d'augmenter nos équipements, c'est-à-dire nous faisons des investissements stratégiques qui nous amènent justement à faire des productions du moment en termes de documents sécurisés. Voilà, donc à ce niveau, je peux vous rassurer par l'affirmative. C'est avec satisfaction que les deux ministres ont dit au revoir à l'équipe dirigeante de l'ONU. Nous avons fait avec son Excellence le Premier ministre le point du programme soutenu par le FMI qui est en cours, qui se déroule très très bien. Les résultats au cours de l'année passée ont vraiment été excellents. Et nous avons aussi commencé à discuter des perspectives futures, et en particulier de la manière dont le FMI pourrait apporter son concours à la mise en place du PNDES, dont nous trouvons que les grandes lignes sont vraiment vont tout à fait dans le bon sens. Donc je crois que le FMI peut apporter deux choses. Le FMI peut permettre d'aider à la mise en place, j'allais dire, du cadre macroéconomique dans son ensemble qui sous-tend la mise en place du PNDES, et en particulier de mettre en place un cadre économique qui permet d'avoir plus de place pour les dépenses d'investissement. Et donc je pense que, et c'est ce dont nous avons discuté avec le Premier ministre, que le FMI permet de renforcer le soutien de l'ensemble de la communauté internationale à la mise en place du PNDES. Permet peut-être d'avoir un soutien financier plus fort. Et aussi, il faut réfléchir aussi à l'aide qu'on peut mettre du développement des ressources sur le marché domestique, et donc de créer la place nécessaire à l'accroissement des investissements que le gouvernement veut mettre en place, qui est effectivement une finalité très importante en termes d'obtenir une croissance plus élevée qui est au bénéfice de tous. Une dizaine de journalistes et d'organisations de la société civile suivent une formation de recherche de données initiée par l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Aujourd'hui, spécifiquement, cette formation qui doit être une formation purement journalistique, associe des OSC et des ONG, parce que simplement, il s'agit pour les chercheurs de ces OSC et ONG partenaires d'acquérir les techniques de recherche et de traitement de données. Voilà, parce que aussi ils travaillent sur des données, donc il y a une technique aujourd'hui qui est utilisée par le data journalisme, qui est vraiment quelque chose de très technique, et nous pensons que ce serait bien qu'ils puissent acquérir en même temps que les journalistes ce type de formation afin de pouvoir exploiter les données que nous pourrons utiliser en toute convergence. Charlemagne Abissi espère une assiduité des participants. Je souhaite que les stagiaires soient attentifs, parce que c'est une matière très technique. Il faudrait vraiment qu'ils soient assidus pour pouvoir prendre en main l'outil. Donc l'outil, data et son exploitation. Et ça va beaucoup les aider dans leur formation, dans leur rédaction, donc à l'avenir. Donc c'est beaucoup d'être curieux, d'être attentif, d'être assidu. Cette formation de 2 semaines vient à point nommé pour l'UNALFA, qui se veut une structure de plaidoyerie et de renforcement de capacités.
La fidélité de Dieu dure à toujours. C'est autour de cette thématique que les festivaliers du Festicat ont communié tout au long de ces 3 jours à Kaya. La fidélité de Dieu, selon l'orateur de cette édition du Festicat, est l'un des caractères de Dieu. Elle est traduite par l'homme à travers la louange et l'adoration. Fidélité par son action dans le temps ne dépend pas ni n'est limité par le temps. Son action va au-delà même des circonstances. C'est ce qui est exprimé dans Lamentation chapitre 3, verset 22. Et 22 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont jamais à leur terme. On dit les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais et ses compassions ne sont jamais à leur terme. C'est au-delà des temps. C'est l'expression de la fidélité de Dieu. C'est une vérité qui dure tout le temps. Cette fidélité dont parle le texte vient de Dieu lui-même, manifestée par Dieu lui-même. Dieu s'appelle l'Éternel. Et la fidélité est le caractère même de Dieu. Et on peut dire le nom de Dieu s'appelle fidélité. Et comme Dieu est éternel, fidélité reste dure à toujours. Parce que Dieu est fidélité. Face donc à la fidélité de Dieu dans la vie de son peuple, la louange et l'adoration deviennent non une option pour le chrétien, mais un style de vie. Cette vérité doit s'exprimer toujours dans la vie du chrétien, mais en se donnant lui-même. En vivant ce qui a été dit par Paul dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Notre vie doit être une vie agréable à Dieu, une vie de sainteté, un sacrifice vivant. Et cela, c'est ce que Dieu nous demande. C'est nous-mêmes. C'est notre vie même qui doit être une adoration pour Dieu, une fidélité à Dieu. Donc, cette vie d'adoration et de la louange à Dieu est une expression de notre attachement à Dieu, de notre fidélité à Dieu, de la réalisation de ce que Dieu nous demande. Et quand nous faisons ce, nous accomplissons ce que Dieu nous demande, cela montre aussi que nous sommes fidèles à Dieu. Lorsque nous passons à côté, cela maintenant dénature notre relation avec Dieu. Dieu nous veut fidèles. Comme ce qui a été dit dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 4, il a dit ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est l'expression de notre fidélité à Dieu aussi. Dieu accomplit ce qu'il a dit, nous devons aussi accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est ça qui est la fidélité. Ce n'est pas forcément dire, bon, je suis fidèle parce que je vais à l'église, je lis ma Bible, c'est bien. Mais la première fidélité à Dieu, c'est le don de soi-même. L'acceptation de vivre une vie agréable à Dieu. En définitive, l'orateur exhorte les chrétiens à ne jamais douter de la fidélité de Dieu dans leur vie. Le chrétien doit toujours compter sur cette fidélité tout en vivant une vie agréable à son Dieu. La première soirée de louange du Festicat KL 2017 a été marquée par des discours et des prestations diverses. Au nombre des intervenants, le parrain du Festicat KL 2017 qui, dans son adresse, n'a pas manqué de traduire sa satisfaction pour le choix porté sur sa personne. En outre, il a invité les festivaliers à s'approprier les activités qui seront menées au cours de ces 3 jours pour la gloire de Dieu. Ce festival qui va nous réunir au cours de ces 3 jours sera marqué par des chants de louange et d'adoration à notre Dieu, en reconnaissance de ce qu'il a fait dans notre vie. Et c'est aussi l'occasion pour chacun de nous joindre à l'église de Koro Loda pour
louer le Seigneur et dire ses hauts faits. Au nombre de ces activités retenues dans la célébration, dans le cadre de la célébration de la 5e édition du Festicat, on peut citer une conférence dont le thème est « Sa fidélité durera toujours ». Et aussi, il y aura des visites de stand. Il y aura également des activités sportives, des courses féminines et également du football. Et aussi des soirées de louange et d'adoration. Quant aux représentants du gouverneur de la région du Centre-Nord, cette rencontre doit servir de cadre également pour adresser des prières à Dieu en faveur de la paix dans notre pays. Donc ils sont là ce soir pour vous saluer. Au nom de Madame le gouverneur. Et elle a dit que dès que nous serons là, et de vous transmettre qu'elle est de cœur avec vous. Mais c'est au vu des empêchements qu'elle n'est pas parmi vous ce soir. Mais comme c'est la parole de Dieu, elle demande davantage de prier pour la région. Et que tout rassemblement de prière, et il y a une entente. Et que Dieu permette que l'entente continue davantage. Et que l'entente continue davantage. Et que lorsqu'il y a la paix, nous avons le privilège de suivre notre Dieu. Et de gauche à droite, on entend des troubles. Nous n'avons pas assez de force pour cela. Mais depuis que je suis là, et je crois que c'est cela la vraie arme. Et c'est cela qui va nous donner la victoire. Et je crois que nous vaincrons. Après les discours, place au chant à proprement parler. De la fanfare des assemblées de Dieu de Sissin 2 en passant par les groupes de Nadiala, de Kouria, de Kaya, etc., la fidélité de Dieu a été rappelée. Trois heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré cette première soirée riche en sons et en couleurs, exaltant et célébrant les bienfaits de Dieu à l'endroit de son peuple.